projet Kerguelen, c'est un projet qui est assez ancien. J'ai commencé à y penser à la fin de ma thèse. Je cherchais un endroit dans le monde où il y avait peu d'influence des activités humaines pour comprendre les relations entre les changements climatiques et l'érosion. Et Kerguelen, ça s'est imposé parce que c'était un endroit qui répondait à toutes ces caractéristiques, loin du monde, et où on pouvait bien comprendre les changements climatiques. Principalement sur cette mission de terrain, c'était essayer de voir si ce lien entre fluctuation des vents d'ouest et précipitations qu'on avait vu sur les quelques dernières centaines d'années, c'était valable sur les derniers 10 000 ans, hein, en gros, et un petit peu plus, même depuis ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire depuis la dernière période glaciaire. Et donc comment ces fluctuations de vent d'ouest ont affecté le climat dans la région depuis en gros 15 000 ans. L'objectif quand on est parti à Kerguelen, c'était de prélever des sédiments dans un grand lac, le lac d'Armor, qui fait 4 km de long et qui fait 100 mètres de profondeur. L'objectif était de récupérer des carottes d'une vingtaine de mètres. Pour ça, il a fallu 15 jours de trajet pour aller jusqu'à l'archipel en utilisant le Marion Dufresne, qui est le bateau ravitailleur des terres australes. 1 mois de mission sur place et puis 15 jours pour rentrer. On est pris en charge par l'Institut polaire depuis Paris. On arrive à La Réunion, on a un transfert en bus jusqu'au Marion Dufresne. Donc là, on découvre ce qui va être notre maison pendant 2 semaines. Et puis, en même temps, tout est très très lent et très vite, on rentre dans ce rythme lent de fonctionnement. Ce qui est un changement énorme. On l'a tous vécu de manière un peu différente. Comme nous, on est uniquement une mission qui était en transit, donc on n'avait pas d'activité scientifique directement à bord. Donc on peut travailler un petit peu dans la journée si on n'est pas trop brassé. Moi j'avais une grosse inquiétude, une grosse angoisse d'être malade, parce que les mers sont dégueulasses. Je me disais j'ai quand même de forts risques d'être malade en mer. Mais sinon ce qui rythme la journée c'est essentiellement les repas, les discussions avec les collègues. Et c'est vrai que c'est un moment assez intéressant parce qu'on a rarement l'occasion de passer autant de temps que ça avec nos collègues. Et puis peu à peu, il y en a marre, on a envie d'arriver, envie de lancer la vanille, quoi. En arrivant à Kerguelen, moi j'étais déjà allé à Kerguelen il y a 5 ans auparavant, donc rien n'avait changé évidemment. Et c'est une terre assez étonnante où il y a à peu près rien. On arrive à Port-au-Français qui est une très ancienne base, qui est actuellement bien sûr en fonctionnement, mais qui fonctionne à vitesse bien moindre de ce qu'elle a été dans le passé. Donc il y a énormément de bâtiments à désaffecter notamment. C'est un lieu assez étonnant. Et ce qui a été sympa en arrivant, surtout pour les collègues qui n'étaient jamais venus sur Kerguelen, c'est qu'on a pu aller faire une petite marche derrière la base de 4-5 heures qui nous a permis de découvrir un petit peu mieux l'environnement, comprendre aussi l'immensité des environnements. On est rentré dans la baie et là, l'île elle est recouverte de neige, il fait super froid, il y a du brouillard partout et la neige se retrouve jusqu'au niveau de la mer. Donc ambiance hyper hostile. Aucune envie d'aller bosser dans un milieu comme ça. Évidemment, on est parti en hélico et on a découvert que plus on s'élevait, plus c'était hostile. Une fois arrivé sur notre camp de base, qui était le camp de base d'Armor, là on a vécu dans des anciennes cabanes en tôle, qui sont relativement confortables pour ce qu'on peut trouver à Kerguelen. On était dans des chambres avec des carreaux un peu cassés, mais 2 par chambre sur des lits à peu près corrects. Alors la vie de tous les jours, en fait, elle est ultra facilitée. C'est d'abord le premier truc, c'est que d'abord on imagine tout de suite que c'est compliqué. Alors il y a quelques éléments compliqués, mais en fait il y a des éléments qui sont beaucoup simplifiés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fric, il n'y a pas d'argent. Un monde sans argent, c'est quand même assez génial, quoi. On n'a pas de problème pour savoir comment on va être logé, comment on va s'alimenter. En fait, tout ça c'est géré, quoi. Et c'est d'une certaine manière hyper reposant. Globalement, chacun a mis à la pâte. L'aspect nourriture a été un point aussi crucial pour la réussite de la mission. On a beaucoup cuisiné, parce qu'on avait du temps, parce qu'il y avait trop de vent pour aller sur l'eau. Maintenant, nous, on a eu un cas particulier, c'est qu'on était quand même éloigné de Port-au-Français pendant un temps assez long.
Fabien, Evelyne et moi, on est partis même sous tente. Voilà, donc ça, c'était vraiment un isolement encore plus long. Donc au sein de ce qui peut paraître des zones isolées, il y a des degrés d'isolement évidemment très très variés. Donc voilà, ça c'est une vie de refuge en hiver, quoi. C'est pas très compliqué, mais il faut prendre le rythme. Le travail, initialement, il était prévu sur un carottage long sur le lac d'Armor, qui est un très grand lac, à proximité de la base sur laquelle on était. Et puis, il était prévu de faire une série de carottages de lacs un peu plus situés en altitude, autour du lac d'Armor, qui allait servir à la fois à la manip climat et puis la manip écologie. Le principe du carottage en lac, hein, donc l'objectif c'est d'aller sur l'eau et d'aller enfoncer un tube en plastique au fond du lac. Comme le fond du lac est un peu loin, soit 20 mètres, soit 100 mètres dans le cas du lac d'Armor, tout est actionné par des câbles et il y a toute une machinerie qui permet d'actionner les carottiers depuis la surface. Donc le point important c'est la plateforme, ça nous permet de flotter et d'aller sur le site de carottage et ensuite de le mettre en œuvre. La malchance qu'on a eue, c'est que la forme du lac a fait que les vagues avaient une longueur d'onde vraiment idéale pour secouer cette plateforme de 4 mètres de long. Sur Kerguelen, ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi un ancrage, l'ancrage le plus efficace qui soit, c'est-à-dire qu'on s'est ancré sur les bords. Donc on a lancé des filins de plus de 600 mètres depuis la plateforme, qu'on est allé accrocher sur les falaises autour du lac. Ça nous a donné un ancrage absolument parfait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a ancré la plateforme. Il n'y avait quasiment pas de vent, il n'y a vraiment pas de vent. Donc c'était parfait, on a fait la première carotte. Et là, le vent est monté extrêmement rapidement. Ce qui fait qu'on a été obligé d'abandonner tout le matériel sur la plateforme. Le lendemain matin, je me suis levé très tôt. Et effectivement, impossible de voir la plateforme qui fait 5 mètres de haut. C'était impossible de la voir sur le lac. Donc au début, on croit qu'on ne voit pas bien parce qu'on a le vent dans les yeux. Donc on met un masque, on regarde, et puis on voit toujours rien. Puis on prend des jumelles, et puis là, on voit toujours rien. Et là, on est obligé de se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus de plateforme sur l'eau. On ne sait pas si elle s'est détachée et puis qu'elle est allée s'échouer sur une plage, ce qui aurait été pas mal, ou bien si elle a coulé. Donc on est allé voir sur l'eau et assez rapidement, on a vu qu'il y avait un tout petit bout qui dépassait. Donc elle était coulée à l'envers, à l'endroit de carottage. Effectivement, les ancrages avaient bien tenu. La première chose à faire était de constater les dégâts, puisqu'il y avait beaucoup de matériel qui était stocké sur la plateforme. Donc on est allé inspecter avec une petite caméra étanche en tournant autour pour regarder qu'est-ce qu'il y avait encore comme matériel sur la plateforme. On a fait tout un calcul pour qu'avec différentes cordes, on puisse ramener la plateforme qui était flottée entre deux eaux dans un lieu abrité. À partir du moment où on a eu l'incident, de toute façon, il y avait énormément de travail à faire, de reconditionnement du matériel avant de penser pouvoir aller sur l'eau. Donc là, pendant ces périodes-là, on s'est enfermé dans l'atelier et puis on travaille à remettre le matériel en œuvre. Comme on a eu des difficultés techniques sur le lac d'Armor, avec la bâche qui s'est retournée, on a perdu du matériel, donc le programme a été un petit peu modifié. On a eu tous un moment de panique où on s'est dit que on n'allait pas pouvoir réaliser la mission. Et puis sur le lac Guynemer, on a réalisé un carottage qui, là encore, était décevant sur la profondeur carottée, mais qui atteint les objectifs en termes d'âge. Donc globalement, la manip a été correctement menée. On a eu déjà un travail important sur une carotte d'Armor. Donc on commence à avoir une bonne idée des dépôts volcaniques qui structurent le système. Moi, pour ma part, sur mes analyses de sol, je commence à avoir aussi des dates qui me permettent de préciser les âges des dépôts de cendres. Et il se trouve que ces données sont très cohérentes avec ce qu'on trouve dans le lac. Alors moi personnellement, c'est la première fois que j'allais à Kerguelen. C'est la première fois aussi que je m'absentais aussi longtemps de ma famille, parce que là c'est quand même 2 mois, tu vois. Donc c'est long. Puis j'avais un petit qui était pas très grand, donc c'est pas facile de lui expliquer tout ça.
Voilà, bon, on a géré ça comme on pouvait. Et écoute, qu'est-ce que j'ai retiré de cette expérience? Écoute, que je suis pas prêt d'y retourner tout de suite quand même, parce que ça m'a bouffé une énergie phénoménale. Ça a été un moment de réflexion, un moment où on a pu se concentrer à 100% sur la recherche, ce qui ne nous arrive pas tout le temps dans nos métiers. Moi, je partais au Kerguelen, on va dire, passionné par le manchot, et je voulais voir du pingouin, et voilà. Mais le pingouin le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est quand même les hommes qui y vivent. Qu'est-ce qui m'a le plus marqué à Kerguelen? Je pense que c'est quand même ces paysages avec ces fjords extraordinaires, ces langues d'eau, tous ces lacs, cette espèce de paysage complètement lunaire, martien, avec au pourtour de la vie, avec tous les animaux qui sont à l'extérieur, dans l'eau en fait, et à l'intérieur, aucune vie, quoi. Tu vois une bestiole par-ci, par-là, un insecte, quelques rennes, et c'est tout. C'était vraiment intéressant, vraiment intense. Je crois que ça a soudé encore plus notre équipe qu'il était déjà énormément. Ce qui m'a le plus marqué, je pense, c'est ce fameux repas au premier service sur le bateau. Manger à 6 heures tous les jours comme dans un hôpital. Le plus intéressant, hormis l'aspect scientifique, c'est le côté humain.